Trop cool. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur le webinaire Partnership Zero to One. Salut Agnès, je suis ravi de t'avoir Salut Hippolyte, sur cet épisode. ravie, bonjour tout le monde. Trop cool. On se retrouve une nouvelle fois dans Partnership Zero to One. Pour rappel, c'est webinaire qui interroge les experts et expertes des partenariats sur des thématiques assez précises. L'idée est de pouvoir, comme d'habitude, faire un retour sur les meilleures best practices, stratégies, méthodologies pour pouvoir éduquer, partager transmettre du coup sur les meilleures stratégies en partenariat, alliance et channel. Aujourd'hui, on va aborder un sujet ultra intéressant. On a choisi avec Agnès de parler de l'ère du partenariat unifié. Hem, Puisque pour rappel, donc on a beaucoup de retours dans la communauté. Les partenariats sont souvent les partnership managers se sentent un peu isolés, dans leur pôle, pas en collaboration pleinement avec le marketing, le sales. Ils ont l'impression d'avoir leurs objectifs KPIs complètement décorrélés avec le reste de l'équipe. Se sentent aussi isolés dans les outils. Je pense à à un client qui m'a dit il y a pas plus tard qu'il y a quelques jours que travaille du coup sur des Google Sheets complètement isolés et doivent faire du coup tout leur report seuls dans leur coin pendant que sales et marketing eux utilisent le CRM. Voilà, c'est un peu ça cette réalité. Et Dur. pour ça, ouais, c'est un peu dur. Et pour ça, on va discuter de tout ça avec Agnès. Agnès, je te laisse te présenter peut-être en quelques minutes. Allez, c'est parti, merci Hippolyte, ravie d'être là, bonjour tout le monde. Je suis Agnès de Rouget, ça fait 10 ans que je fais du partenariat et que j'accompagne des scale-up, start-up à développer justement leur sourcing et leur influence sur des deals avec des écosystèmes de partenaires, agences, conseils, éditeurs. Et aujourd'hui, je dirige l'équipe Growth et Partnership chez Soplose. Une solution, une plateforme omnicanal qui, vend notamment de l'order management system. Voilà, je suis ravie d'avoir des sujets aujourd'hui parce qu'en fait, en 10 ans, j'ai pu en voir des équipes qui travaillaient en silo et donc j'espère que, durant cet exercice, ma modeste contribution pourra vous aider à avoir des nouvelles pistes de réflexion, des nouvelles tactiques à activer pour que le partenariat que vous drivez, vous, soit beaucoup plus exploitable, en lien avec les autres équipes dans votre, société. Bah écoute, let's go. En préparant l'épisode d'aujourd'hui, on a eu bon voilà, comme toujours ça on prépare tous les épisodes sur plusieurs heures avec les invités. Donc là avec Agnès, on a pas mal bossé du coup sur le sujet et on a isolé 3 idées reçues. Heu, Déjà la première, c'était les partenariats. C'est un bonus, un canal de croissance complémentaire. Agnès, tu voulais peut-être dire un Ouais, mot du coup alors sur ces trois. ouais, ça vraiment, les partenariats, c'est un bonus. Moi, je l'ai entendu, beaucoup trop, souvent et d'ailleurs pendant longtemps, les partnerships, c'était considéré comme un nice to have. Un petit bonus en fait pour avoir de la visibilité, de la notoriété ou, un relais d'opportunisme pour l'acquisition. Ça suffit, stop en fait. Aujourd'hui, la croissance, on sait qu'elle vient plus des campagnes qu'on pousse, mais vraiment des relations qu'on active, qu'on construit, des relations de confiance. On sait que le Nirboon peut avoir un effet de levier, non pas one to one, mais qui est ultra rentable pour l'entreprise. Et la preuve très concrète, c'est qu'en fait, aujourd'hui, un client que vous prospectez, il va pas signer parce qu'un commercial de votre entreprise l'a adressé, mais parce qu'en fait, il a pris de l'information dans son écosystème, il a entendu parler de votre solution. Et c'est ça qui fait qu'il a envie de vous parler aujourd'hui. Donc, stop à l'idée reçue numéro 1. Next. On passe à la deuxième idée reçue. D'un côté, il y a le sales, de l'autre le marketing et puis même de l'autre côté encore, il y a le partenariat. Ouais, alors ça, stop en fait. Le marketing crée de la demande, le sales convertit et les partenariats, ils soutiennent. En fait, c'est fini là, ce découpage en fait, qui ne fonctionne pas. On a le marketing en haut du funnel, on a le sales un peu au milieu et en bas du funnel et le partnership, bon, c'est un petit peu un électron libre qui va venir en support périphérique, un petit peu, le one man army qui va fonctionner. Pourquoi cette idée reçue, elle est fausse? C'est parce qu'en fait, elle part du principe que le parcours client, il est linéaire de la partie awareness, interest, démo, closing, onboarding. Mais c'est absolument pas vrai, en fait. Dans la plupart des organisations, la logique,
C'est que les organisations d'ailleurs qui performent, elles sont pas, sales versus, marketing. Il y a une seule équipe qui fonctionne ensemble au service du revenu, au service de la croissance et donc on passe en fait on oublie cette idée reçue et on passe de chaque équipe gère son petit morceau de funnel à en fait, on joue tous ensemble dans la partie, on a un parcours cohérent et on va activer, tous les leviers possibles au bon moment pour pouvoir convertir. Et la troisième idée reçue, c'était les partenariats, c'est difficile à mesurer. Mmh. Alors c'est vrai. Surtout quand on les gère comme des relations parallèles au business, en fait. Donc, ça, c'est une erreur qu'on a tendance à faire. Mais quand les partenariats, ils sont vraiment intégrés dans le moteur de revenu, en fait, tout change parce que tu peux mesurer, bah, du coup, tu mesures l'impact à travers le CRM, le même outil que du sales, le nombre de leads générés par partenaire. Tu peux même aller jusqu'à travailler, en fait, monitorer, l'influence en fonction, du temps de conversion en moyen de tes opportunités sur lesquelles il y a du partenaire. Tu peux même piloter avec tes sales simplement la valeur du pipeline qui est généré, sourcé ou qui même peut être influencé, par les partenaires. Donc stop à ces 3 idées reçues. En tout cas, c'est ce qu'on a décidé de casser, chez SoClose, pour mettre en place un modèle de croissance unifié avec évidemment le partenariat au milieu. OK, bah, écoute, trop cool et trop cool d'avoir posé ces 3 premières bases. On va, je pense, deep dive, enfin, je pense, même je le sais, on va deep dive ces différents sujets, dans cette discussion. Écoute, juste avant de commencer, Agnès, la cam la t ton ta caméra est un peu floue. Je sais pas si tu une bonne passante du coup sur, côté internet ou pas? Je suis sur ma 4G parce que les réseaux étaient pas terribles aujourd'hui. Compliqué. Ah mince. Bah, écoute, o et bah, écoute, dans ces cas-là, parce que du coup Wi-Fi, non? Wi-Fi de ton côté? Alors, si vous voulez tout savoir, à Nantes, l'ADSL, je suis sur l'ADSL. La fibre s'arrête, 4 numéros avant ma maison. Voilà, vous savez tout. Ça veut dire que Eh tu bien, me vois écoute, pas ou que tu ne m'entends pas? non, en fait, au niveau du son, on est nickel. C'est plutôt sur le live, c'est un peu flou, mais je pense que le principal, c'est surtout de bien t'entendre, bien, pour que tu puisses nous partager, du coup, les meilleures pratiques que tu as mis en place chez SoClose. Donc, n'attendons plus, passons directement à la suite, du coup, sur la première partie, constat, de l'existant avant l'unification. Et pour ça, l'idée sera un peu de poser le décor, comprendre le point de départ, les signaux qui ont conduit à créer du coup un pôle unifié avec les partenariats. Enfin partenariats, tout l'aspect du coup revenu, marketing, sales et cetera. Peut-être pour comprendre, avant la création du coup du pôle growth et partnership, à quoi ressemblait la machine commerciale et marketing chez SoClose? Et surtout quels étaient les principaux symptômes, de ce manque, d'unité? Alors, avant que les partenariats arrivent et avant d'avancer là-dessus, chez SoClose, donc nous, on édite une plateforme omnicanal, c'est des cycles de vente longs et c'est de la vente complexe. SoClose existe, depuis, 10 ans, donc enfin une douzaine d'années même quand j'arrive en 2022. Il y a 60 ETP, il y a environ 100 clients actifs et que ce soit et tous les projets qui ont été signés ou qui sont dans la pipeline sont soit en sync, soit en build, soit en run, opérés par des partenaires. Il n'y a pas un deal sur lequel il n'y a pas une agence, un éditeur, qui a un rôle important dans la phase, de décision. Et pourtant, il y a absolument zéro intégration du partenariat dans le cycle de vente. Ce qui a un impact sur la performance puisqu'en fait, on perd à peu près, une opportunité sur 4. En plus de ça, le marketing est très fragmenté, c'est-à-dire que historiquement, ils font plutôt de la communication, de la newsletter et puis, des RP. Mais il y a vraiment peu d'impact sur le sourcing de deals ou sur la pipeline, sales en général. Et donc ce qui va commencer à apporter, de la structure, c'est le recrutement du Chief Revenue Officer, du CRO, en mi-2022, qui décide, i tout de suite de créer, le poste de partenariat. Donc moi, j'arrive en octobre 2022, chez SoClose et puis en fait, c'est le début, de la structuration. Voilà. OK, ça c'est marrant de se dire qu'en fait finalement dans ce constat, tous les projets du coup passent par des agences éditeurs, mais il y a pas de structure de coordination de partenariat. C'est quand même, c'est quand même, enfin, vivier super intéressant pour, lorsque tu arrives, mais marrant que qu'il s'est pas posé la question, avant. Peut-être pour comprendre qu'est-ce qui a déclenché la remise en question? Est-ce que c'est un Ouais. besoin business, une demande du COMEX ou une frustration terrain? Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter un peu ce déclic, le moment où tu t'es dit:
OK, en fait, il faut qu'on brise, les silos entre les différentes équipes. En fait, je dirais que ce déclic, c'était pas vraiment, comme un grand coup de tonnerre, mais plutôt comme une multitude de signaux qui convergeaient tous un petit peu vers la même direction. Donc, si je décortique, il y a 2 endroits d'où venaient les signaux. Il y a vraiment du côté, partenariat et ensuite il y a du côté un petit peu, direction, ambition strat de la boîte. Côté partenariat, en fait, dès la deuxième année, 70 du nouveau CA venait de partenaires. Donc ça, c'est très positif et ça veut vraiment dire, qu'il y avait un besoin de les adresser et qu'il y avait un besoin d'avancer, de les écouter. Mais, en même temps, comme les 2 tiers des deals viennent déjà de partenaires, bah, tu sais, dans cette balance un petit peu win-win où en fait tu as du lead qui vient de tes partenaires, mais tu redistribues du lead à d'autres partenaires, on se retrouve quand même un petit peu au pied du mur, avec une difficulté à opérer la balance. Donc, il y a un déséquilibre finalement dans le poids des différents leviers. Le partenariat pèse trop lourd et surtout, il y a vraiment une grosse difficulté parce que, il y a pas d'interaction avec, l'ancienne structure marketing. Donc ça, vraiment d'un point de vue partenariat, j'ai pas de budget, j'ai pas d'interaction, j'ai aucun moyen de mettre en avant mes partenaires autrement qu'en leur fournissant du lead. Là, on est vraiment, au pied du mur. Côté direction, côté CRO, il y a un autre prisme aussi, c'est-à-dire que le DG, lui, il commence à remettre en question l'efficacité du marketing. Il se pose des questions, il se dit: «Bah, en fait, ça fonctionne pas, j'ai 2 ETP, mais ça ne n'ajoute pas de valeur, à ma pipeline et en plus de ça, avec le CRO, ils ont une nouvelle ambition qui est de, remonter sur un autre type de compte. On adresse plutôt du mid-market. Ils ont besoin d'avancer plutôt sur du large enterprise. Ça, ils veulent ouvrir, un nouveau marché et structurer une machine de revenus qui soit un tout petit peu plus cohérente. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on entame une réflexion et que, je leur propose justement de dire: «OK, bon, bah, si vous n'êtes plus content de ce que vous avez, remettons-le en question. Mettons en place cette structure, growth et partnership. Créons un pôle unifié» parce qu'en fait aujourd'hui, là, on n'est pas efficace dans notre stratégie, on déroule pas assez bien. Dans ce pôle, on va activer plusieurs leviers, les partenaires avec le marketing, les partenaires avec les sales, les partenaires aussi avec du produit, pourquoi pas. On va revoir un petit peu tous les process et les différentes interactions avec les différents services pour que le partenariat se retrouve en fait au bon moment, activé de la bonne manière dans le cycle pour justement, maximiser le taux de transformation et aller servir les objectifs, stratégiques de la boîte. Donc voilà. En fait, dans cette logique, moi, il y a un modèle de données qui m'a vachement aidée à travailler. C'était, le l'analo enfin le la méthodologie d'attribution. Il se trouve que j'ai travaillé chez Masberry, une solution d'attribution, e-commerce que certains connaissent peut-être, qui s'est fait racheter par Eziance et moi, je suis arrivée là-bas justement pour, travailler les partenariats. Petite dédicace d'ailleurs à Romain Berthe qui utilisait dans sa stratégie, l'analogie du terrain de foot. Où en fait, quand il parlait d'attribution, il disait: «Mais en fait, si vous regardez juste quel est le dernier, levier qui a contribué à l'achat ou qui a contribué à la vente, vous avez un point de vue erroné parce que vous ne c'est comme sur un terrain de foot, en fait, c'est pas le buteur qui fait gagner l'équipe, c'est tout le travail qu'il y a eu avant. C'est celui qui a initié, en fait, la construction du jeu, c'est celui qui a été passeur au bon moment, qui a bien analysé le terrain et qui a fait la passe au buteur. Donc voilà, vraiment, moi, j'ai utilisé toute cette analogie d'attribution, pour obtenir le soutien de la direction et du CRO dans la mise en place de ce pôle unifié. J'aime beaucoup cette analogie, initiateur, passeur, buteur, pour vraiment comprendre ce que c'est que du coup la logique du coup d'attribution. C'est un bon point parce qu'effectivement quand le quand on arrive en partenariat, généralement, il y a vraiment cette logique de, comme tu l'as dit, il y a juste le buteur du coup qui est reward Ouais. avec, donc le sales du coup qui close, mais on oublie complètement la logique de après il y a une complexité à traquer ça. Il y a vraiment un gros travail à faire à la fois sur, le tracking de la data, sur, la culture, à mettre en place, sur, l'attribution, qui gagne, quel pourcentage et cetera. Mais effectivement, il faut arriver à identifier qui est l'initiateur, qui a récupéré la data, Mmh. qui est le passeur et donc là, en fait, entre des défenseurs, milieu de terrain et attaquants, il y a beaucoup de passeurs et donc pour ça, c'est à quel moment il y a des touch points entre, le marketing, entre le sales, entre les partenariats et surtout qui va effectivement closer à la fin et là, il faut arriver à avoir une note du coup d'attribution pour chacun. Je pense qu'effectivement, au début, il faut commencer par, des trucs assez simples, hem, la source, celui qui close
et l'influence qu'ont chacun, que ce soit le marketing, que ce soit, du coup, les partenariats. Déjà, le partenariat, du coup, généralement, on le log dans le CRM en partner source, partner influence, et ça permet de pouvoir effectivement déjà mapper sur le terrain qui fait quoi, qui contribue à quoi, et progressivement, ça permet de pouvoir aligner effectivement toutes les équipes. Hem, Si on passe peut-être, à la vision et comment ça a été mis en place, j alors avant d'abandonner, enfin pardon, avant d'aborder ça, hem, n'hésitez pas dans le chat à poser vos questions. Nous on le suit pas pour l'instant parce que la discussion, on va avoir une petite discussion jusqu'à 45, qu'on a préparée, et l'idée c'est que vous puissiez poser directement vos questions, à Agnès. On aborde ça du coup tout à l'heure. Je ne Allez-y. répondrai qu'aux questions politiquement correctes. C'est parti du coup pour la suite. Donc déjà comment, c'est bien du coup de pouvoir, commencer à poser les bases en se disant: «Tiens, en fait, il faut qu'on puisse unifier le pôle. Il y a de pertes». Donc comment toi tu es passé de la vision à l'exécution? Quelles ont été un peu les premières étapes pour embarquer les équipes et poser les bases de ce pôle unifié? Alors, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris en travaillant dans les partenariats en 10 ans, c'est qu'en fait, il y a rien qui se fait sans l'étape 1 qui est d'avoir le sponsor intégral, de la direction et l'espace pour agir. Je pense que toutes les personnes, les 23 personnes qui êtes là, vous devez tous le savoir, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien faire si on n'a pas le soutien de la direction puisque c'est eux qui vont impulser. Donc là, en l'occurrence, moi, j'ai obtenu le sponsorship du top management, donc le DG, le CRO, puis il y a même d'autres équipes, hein, jusqu'à la tech et le produit. On n'est pas très nombreux, on est 60, qui ont été, tout de suite assez d'accord sur la stratégie de mise en place. Et puis ensuite, là, donc, dans cette étape 1, il y avait quand même le côté, très important qui était d'obtenir la carte blanche. Moi, je suis quelqu'un, d'assez, intrapreneur. Moi, j'ai besoin de pas être bridée, j'ai besoin de prendre un problème et de pouvoir envisager, toutes les solutions, envisageables en tout cas. Donc j'ai eu la carte blanche. J'ai pas eu la carte bleue, mais bon, je vous en dirai plus tard. J'aurais bien aimé, et surtout ce qui a été très bien fait, c'est que, j'ai eu la légitimité pour pouvoir agir puisqu'en fait, ils ont bien communiqué en interne pour expliquer justement pourquoi ce changement, et donc du coup, en fait, la validation de ce pôle, elle s'est faite par le haut et pas un peu en sous-marin. Donc ça a été très, très, utile, et c'était la première grosse étape, de la partie exécution. La seconde étape, c'était un petit peu en fait, d'auditer, de scanner, le parcours d'un deal, chez SoClose, d'essayer d'identifier justement, quels étaient les points de friction, les irritants comme on dit, chez nous. Quelles étaient les zones, hyper floues où on traquait pas assez ou pas assez bien, et pourquoi on perdait des opportunités. Et donc en fait, ça m'a demandé pas mal de boulot parce qu'en fait, il a fallu reprendre, toutes les transactions, fermées, gagnées, fermées, perdues, même si les fermées, perdues, en général, on n'aime pas trop les réouvrir et se remettre dedans, ça fait un petit peu mal au cœur, et cetera. Et puis, on a aussi disséqué tout le pipe en cours. Donc ça, c'était un travail un peu laborieux qu'on a fait avec le CRO et qui nous a permis de comprendre comment activer. Et donc l'étape 3, c'est vraiment, la construction du plan d'action. Maintenant que j'ai le support de la direction, maintenant que, j'ai identifié là où étaient les failles, en fait, comment on construit ce modèle, multi-touch? Est-ce que d'ailleurs, on est tous d'accord sur le fait que le partenariat, ça peut représenter 2 leviers dans un parcours de conversion? Mon partenariat, il peut être influenceur et je peux avoir un autre partenariat qui va être initiateur, typiquement. Heu et en fait, il y a dans cette, troisième partie, moi, j'aime bien aller chercher tout de suite, le ROI, en tout cas la preuve que ça marche. Donc ça a été une démarche aussi que j'ai mis en place assez rapidement avec des gains rapides justement pour pouvoir prouver que ça fonctionnait. Donc j'ai été chercher les quelques deals qui étaient déjà dans la pipeline et sur lequel on pouvait avoir de l'impact avec ce modèle un petit peu, multi-touch. Donc voilà, et puis dernière étape dans le plan d'action très importante et sans qui en fait je réussirais à rien faire, c'est l'équipe avec laquelle je travaille. Donc en fait, j'ai eu aussi le go pour pouvoir recruter, et dans les recrutements que j'ai faits, j'ai recruté, Anna, qui, s'occupe de tout l'inbound et des events. Ça fait 1 an qu'elle est là et en fait, ça nous permet vraiment d'avoir, du co-marketing avec les partenariats, et elle fait, vraiment très, très bien son travail. Et puis, plus récemment, on a Théodore qui est arrivé et qui fait toute la partie outbound, donc, justement, cold call, séquence de prospection, et cetera, la partie plus, SDR.
Donc voilà, ça nous a forcé à redéfinir un petit peu les rôles de chacun. Qu'est-ce que, par exemple, tu as identifié comme trou, dans la customer, enfin, journée? Donc comme on a des cycles de vente longs et ben, en fait, tout le poids se reposait essentiellement sur le sales. Donc le sales, lui, dans notre CRM, quand j'ai fait l'analyse justement, il se passait 392 jours entre l'ouverture de la transaction et la fermeture de la transaction, sans compter ce qui se passe avant l'ouverture de la transaction. Donc en fait, le sales était assez solo, sur, justement, l'influence qu'il pouvait faire et donc ça a été c'est pour ça les quick wins, ça a été de pouvoir, aller chercher des partenaires qui allaient nous permettre de contacter le client, mais indirectement, de parler de nous indirectement, d'arriver à identifier, les raisons pour lesquelles le deal n'avançait pas assez bien ou pas assez vite, pour pouvoir ensuite retraiter l'objection de notre côté et on va dire fonctionner avec ce multi-touch dans le parcours client. OK, c'est très clair. Sachant qu'en plus, comme tu le disais en introduction, avant que tu arrives, il y avait déjà des partenaires qui étaient dans la boucle pour enfin, sur tous les projets. Donc quand tu parlais des agences, des éditeurs, des cabinets. Donc là, c'est une idée de refaire du coup tout la customer journey, Ouais, voir quels étaient les points de friction. Donc tu disais qu'il y avait ce sales, enfin qu'il y avait, 365 jours pardon entre l'ouverture et la fermeture. Et donc là, il y 392, a pardon, 392, très je me suis précis. un peu emballé. 392 du coup pour être encore plus précis. Et donc là, de dire, bah, en fait, finalement, tu as déjà les partenaires, tu sais déjà où les mettre, qui peuvent avoir de l'influence, qui peuvent Ouais. ouvrir de nouvelles introductions, enfin, où tu peux mettre du coup sur le deal, en co-sales. En vrai, je pense effectivement, c'est la base de pouvoir analyser ça et de voir comment est-ce que chaque partenaire peut contribuer, à quelle étape. Mais ensuite, comment tu as redéfini les rôles du coup avec sales, marketing et cetera sans créer de friction, de doublons? Comment tu as mis en place du coup cette nouvelle organisation, et comment tu as embarqué ces équipes, Ouais. dans cette nouvelle organisation? Enfin, alors, c'est on a redéfini les rôles ensemble avec le CRO, donc c'est pas moi qui ai changé parce que je reste, sur la partie direction et je ne manage pas directement l'ensemble de l'équipe sales et l'ensemble de l'équipe CSM, donc ça, c'est vraiment un tandem. Moi, j'aime bien quand même rappeler ça, c'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne en binôme. On a chacun nos responsabilités, mais on fonctionne en binôme. C'est à lui que je reporte et en fait, d'une certaine manière, il me reporte aussi et on trouve des solutions ensemble. Donc avant, si je prends un exemple très, très pragmatique, donc et surtout deuxième étape, oui, on n'a pas empilé des rôles et des to do et des tâches. On a essayé de réfléchir aux attributions, métiers un peu globales pour qu'en fait, ce qu'on allait ajouter permette de reconnecter avec des enjeux qu'ils avaient, qu'ils n'arrivaient pas à adresser dans leur fiche de poste, dans leur mission. Donc typiquement, le SDR, son objectif, c'est de prendre du rendez-vous et du rendez-vous, qualifié qui va, mener à des discussions business avec des bons personas qui vont être décisionnaires et cetera. Avant le SDR, avant ce pôle, il faisait du cold call, il faisait, de l'email ou de la séquence un peu, prospe classique. Après ce pôle unifié, le SDR en fait, je le mets en account mapping, on utilise Crossbeam avec mes partenaires et en fait, comme lui, il l'appelle, les comptes, il a non seulement de l'information très intéressante à distribuer aux partenaires, mais en plus, il peut aller cibler vraiment le compte qu'il n'arrive pas à adresser parce que la personne ne répond pas à ses mails, elle répond jamais à ses appels et trouver en fait la bonne manière de l'adresser, intelligemment. Donc ça, c'est la première chose qui a changé, je pense, le premier rôle, qui a changé, c'est celui-ci. Attends, super Ensuite, intéressant. Tu payes la licence Crossbeam du coup ou pas? ouais, on a OK, décidé de passer à la licence, payante. Ça, c'est important parce qu'elle permet d'être beaucoup plus collaborative. Donc dans un pôle unifié, si on n'a pas de collaboration, c'est dommage, quoi. Donc enfin, en tout cas, ça bien sûr. marcherait pas aussi bien. OK, très clair. Trop cool en fait de pouvoir payer du coup Crossbeam et surtout de mettre en place donc cet account mapping directement dans la main du SDR ou de l'AE, pour qu'il soit complètement autonome, qu'il puisse identifier les comptes sur lesquels il travaille, sur lesquels travaille du coup le partenaire et que toi en fait Ouais. enfin en tant que partnership manager, tu pas au milieu de la relation mais tu as plutôt avec une discussion
Mathieu Goumeau, là, le CEO de d'Exa, qui était, l'ancien VP, partnership. Il m'avait dit, on avait dit que lui, au bout d'un moment, ce qu'il voulait, c'était ne plus positionner le partnership manager comme étant au milieu, en fait, entre les équipes, heu un peu, du coup, sur une vision, étoile. Ça, en fait, tu perds beaucoup de temps. C'est plutôt l'enlever pour créer, en fait, des relations directement entre chacun. Ça permet de gagner beaucoup plus de temps et j'ai l'impression que c'est ce que tu mets en place et ça, c'est une super best practice. Bah, justement, vraiment, de le pôle unifié, ça a permis, par exemple, que les sales, donc sur leur cycle de vente long, plutôt que de me solliciter à chaque fois qu'ils avaient besoin d'un coup de main, tout était bien traqué dans HubSpot, on y reviendra juste après. Tout était bien traqué dans HubSpot. En fait, le sales, il est volontaire. Lui, ce qu'il veut, c'est closer son deal. Il a toute l'information. Il sait qui peut l'aider. Il appelle directement le partenaire. En fait, il intègre le partenaire directement dans son pipe et en fait, ça crée beaucoup plus d'efficacité et ça m'évite à moi d'être sur tous les fronts en même temps. Donc en fait, je trouve qu'il y a d'ailleurs on a atteint un niveau où le partenariat moi, je peux partir en vacances, en fait. Heu, la strat, elle est tellement bien intégrée que les sales et SDR et le marketing, ils ont déjà adopté les réflexes, ils ont leur feuille de route. Donc c'est pas parfait encore surtout, mais on va y arriver dans pas longtemps, je suis très confiante là-dessus. Donc voilà. C'est Donc en incroyable. fait, il y a pas de doublon dans les actions. Il y a pas de silo, où il y a vraiment une logique de, team spirit où en fait le partenariat, il est infusé à chaque étape et parfois même, c'est les équipes, de ce close qui me sollicitent pour me dire: «Ah tiens, en fait, est-ce que, on pourrait pas faire ça avec ce partenaire?» Bah oui, en fait, allez-y, enfin, vous avez presque plus besoin de me le demander. Et là, on parlait du coup du SDR et qu'en est-il, pour les autres équipes, donc marketing, heu sales, CSM? Donc tu vois, le sales, lui, avant, il parlait pas au partenaire. Maintenant, il l'appelle directement pour dire: «Tiens, j'ai vu que tu travaillais avec ce prospect, il m'intéresse, j'ai rencontré sur un salon, voilà ce qu'il m'a raconté. Qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est quoi ses enjeux? Ah bon, c'est pas lui qui décide? Ah, il y a une autre personne qui vient d'arriver? Ah, en fait, trop stylé l'information que tu me donnes, nin nin». Donc tu vois, déjà, l'influence et le sourcing sur la partie, sales, elle est plutôt bien faite et ils ont pas de problème à décrocher leur téléphone. Sur la partie market, avant, on était un petit peu sur des campagnes d'auto-promo. «Ouais, ce close, on a un super outil qui permet de faire ça. On regarde notre cas client». Aujourd'hui, on est passé à du marketing, co-brandé avec du product et du partnership. Donc d'ailleurs, c'est la partie sur laquelle, c'est très cool d'être une petite entreprise parce qu'on intègre, du marketing, du product et du partnership à nos campagnes qui sortent régulièrement. Et d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, on a lancé, une campagne de ce genre-là, donc pour le SDR justement, Théodore, il y a à peu près 3 semaines. Cette campagne, même si le taux d'ouverture est pas dingue, ça c'est un petit peu le reproche que je nous fais, mais a converti à 3 rendez-vous clients. C'est-à-dire qu'en 2 emails, on a réussi à choper 3 rendez-vous clients, dont 2 avec des comptes larges et 1 avec, un compte qui est sur le nouveau marché. Donc ça fait partie des petites stats qui font que même si on est en test and learn et que c'est pas parfait, en fait, ça apporte des résultats. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de ce close. Voilà. Trop stylé, trop stylé. Congrats là congrats. C'est génial et hem mais peut-être pour comprendre comment tu orchestres, du coup, tout ça, ce que je veux dire pour être plus précis, comment tu as structuré ta stack pour suivre les contributions croisées entre les pôles et mesurer, du coup, l'impact de chacun? Parce que dans un pôle unifié, Ouais, on a quand même besoin d'avoir un truc qui nous rassemble tous. C'est, j'imagine, des outils. une database ou un CRM ou Ouais. quelque chose où bon, je vais dire plus un CRM, du coup, où on vient tous loguer, du coup, les informations et on est tous honneur un peu comme, dans un fonctionnement, je dirais, Toyota ou, heu, de d'industrie où chacun du coup apporte du coup sa brique, sur une seule ligne centrale. Mmh. Moi, j'aime pas le «il faut faire compliqué et créer des usines à gaz parce que c'est génial» et nin. Moi, j'aime bien j'ai en tout cas, le parti pris, c'était de se dire: «OK, en fait, on a un outil qui existe déjà, chez les sales qui s'appelle HubSpot. On va miser dessus et on va construire autour une stack qui va être simple et efficace à prendre en main par toutes les parties prenantes de l'équipe». On a différents niveaux, voilà, il y en a certains qui sont pas du tout à l'aise avec, le CRM. C'est toujours ça, hein, la partie admin, elle est moins adorée par, les équipes métiers. Mais donc du coup, on a construit un stack technique où on a HubSpot, sales et marketing, donc pour la partie CRM, contact, entreprise, transactions et toute la partie, reporting, attribution, multisource et cetera. On a Crossbeam, donc Reveal, Crossbeam,
voilà, qui, nous permettent de calculer, l'overlap, CRM, d'avoir directement dans notre CRM d'ailleurs sur, les entreprises et les contacts, qui sont les partenaires qui sont actifs, qui sont les partenaires qui ont des transactions ouvertes et cetera, pour pouvoir justement créer cette dynamique dont on parlait, précédemment. On a un Notion. Alors je sais que tu adores Notion, Hippolyte, donc et j'imagine que vous êtes beaucoup aussi à adorer cet outil. Nous, on s'en sert tous les jours, plusieurs fois par jour, un peu sous forme de Trello aussi pour suivre nos activités, Gjoss, pour, mettre nos idées, nos contenus et pour pouvoir centraliser aussi, pas mal de documentation qui vont être, repartagées en interne. Et puis enfin, on traque tout ça avec HubSpot, Google, notre site web, et LinkedIn pour avoir un petit peu le suivi, des différents comportements et venir nourrir justement ce parcours, multitouch et les différentes couches. Donc voilà, on n'est pas sur une stack, waouh, c'est canon ce que vous avez mis en place, mais en tout cas, c'est pratique et ça fonctionne donc et elle rend, chaque contribution traçable et c'était le job, de cette stack. Écoute, peut-être plongeons-nous un peu plus dans la matrice, hem, à essayer de comprendre là, du coup, les étapes de mise en place de la solution, donc comprendre les étapes concrètes, déploiement, de vos process. Tu parlais d'HubSpot. Comment vous avez architecturé, HubSpot pour refléter cette nouvelle réalité multipôle, à l'intérieur? Nous, on a construit donc un funnel ARR comme on dit, acquisition, activation, revenu, rétention, referral. Donc on a tout, mis en place, dans HubSpot. On a, dans la première, justement le premier enjeu, c'était de refléter la réalité du collectif dans HubSpot, ce qui était pas le cas avant que ce pôle existe. Donc on l'a fait en 3 étapes. On a d'abord reconstruit le modèle de données, HubSpot. Donc on a ajouté des propriétés qui n'existaient pas, des touch pour que chaque équipe puisse justement faire remonter ses touch points, l'origine du lead, la contribution marketing et cetera. On a retravaillé aussi, les partenaires pour que c'est devenu un vrai objet. Nous, on, le partenaire est un objet, personnalisé dans HubSpot. Et on a retravaillé aussi toute la taxonomie et les rôles des partenaires. Et puis, sur les transactions aussi, on a ajouté, un champ pour pouvoir piloter, l'origine, la source, l'influence, pour pouvoir vraiment avoir, que ce soit au niveau du lead, au niveau de la transaction, à tes souhaits, toute l'influence qui est mesurée. Donc ça, c'est la première étape. On a repensé aussi tous les workflows, donc on a retravaillé. On n'avait pas vraiment de marketing avant, donc on a retravaillé le workflow lead, MQL, SQL. On a intégré le rôle des partenaires à chaque étape. On est en train de mettre en place d'ailleurs un scoring des leads où on intègre le fait qu'il y a un partenaire ou non présent sur ce compte selon le rôle du partenaire. Ça, c'est très nouveau. On verra ce que ça donne peut-être dans un prochain webinaire, mais voilà. On a ajouté, du levier partenariat même dans les séquences de nurturing, typiquement pour les transactions qui sont en stand-by ou même pour les fermés perdus qu'on a envie de nurturer parce qu'on sait qu'il peut se passer quelque chose, dans quelques mois, quelques années. Et puis voilà, et puis surtout, moi je pilote quotidiennement la pipeline, qui est générée par l'ensemble des leviers unifiés, de mon pôle. Donc on a créé, justement une pipeline à part qu'on suit avec du co-selling et du co-marketing, des actions à faire dessus, en plus de la pipeline des sales. Ça, c'était la deuxième étape. Donc on a construit le modèle de données, on a activé des workflows et surtout la troisième étape, c'est qu'on a créé un reporting qui est commun à tous, en fait. On peut tous voir son implication, on peut tous voir si on performe ou si on pêche. Ça permet aussi d'apporter des renforts à une équipe ou à une personne qui a plus de difficultés. Et puis ça permet aussi de scorer un petit peu, les deals, combien de personnes ont contribué. Est-ce qu'en fait, dans tous les parcours, tout le monde a un rôle à jouer ou en fait c'est sur certaines tailles de compte, sur certains marchés, en fonction de je sais pas, est-ce que par exemple un deal qui vient d'un partenaire, il va forcément impliquer du marketing ou est-ce qu'en fait, partenaire sales ça fonctionne, systématiquement? Donc voilà, la partie reporting, ça nous permet quand même de prendre des décisions et comme on est un peu encore en phase de, je dirais think build, ça nous aide beaucoup. Voilà. Donc HubSpot, c'est pas du tout, un outil de suivi, c'est vraiment la tour de contrôle pour moi. Ouais, c'est vraiment l'élément central, dans toutes les entreprises, parce que quand on voit que les CRM, en fait, c'est le logiciel central pour les sales, Mmh. le logiciel central pour le marketing. Il faut que soit unifié avec le partenariat. S'il y a du coup tous les éléments comme tu l'as dit, donc de pouvoir revoir du coup, le modèle de données pour pouvoir inscrire du coup les partenariats qui soient présents autant que avec autant d'importance que les informations des sales,
autant que des informations, du coup, marketing pour être sûr de pouvoir aligner tout le monde et ça, Ouais. c'est la base pour pouvoir inscrire la donnée, inscrire le KPIs, suivre du coup les différents leads, opportunités, suivre les différents partenaires, faire en sorte que ce soit visible de tout le monde. Mais peut-être aborder un sujet qui est de manière opérationnelle, parce que quand on construit quand on construit tout ce modèle de données, workflow, de visibilité avec les reporting, il faut quand même arriver à, éduquer, suivre du coup avec les équipes, entre guillemets «unifiées». Comment as-tu aligné ces équipes pour rendre cette vision, opérationnelle, au day to day, au-delà du concept? Alors, mettre en place des outils, c'est facile. La partie la plus tricky, ça reste quand même, le change management et faire évoluer les routines, les habitudes et cetera. Après, j'ai l'impression que quand on est partnership, on a tous un petit peu cette vocation de faire évoluer et de porter cette conduite du changement. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'était vraiment de faire rentrer cette culture growth partnership dans le rituel, quotidien de toutes les équipes et pas simplement juste dans un axe strat et ensuite débrouillez-vous. On a fait évoluer un petit peu toutes les instances de pilotage. On a aussi fait évoluer des process. Heu, dans les donc la première étape, pour conduire ce changement, on a commencé par communiquer sur les bonnes nouvelles, les wins qui étaient collectifs. On les a mis en avant même dans les all hands. On a mis en place, la valorisation du rôle de tout le monde, l'implication, de ce collectif. Et ensuite, on a créé des process de gouvernance ou de pilotage, un peu différents. Donc typiquement, on a des weekly où les sales growth partnerships se parlent tous les lundis matins. On fait la revue des deals partagés. Quelles sont les actions dont le sales a besoin pour pouvoir avancer sur ce deal qui est à telle étape de sa pipeline? Et en fait, nous, dans le pôle, on répond soit avec du part, soit avec du marketing, soit avec du product market. En fait, tous les moyens sont bons. Donc ensuite, derrière, on déroule la strat un petit peu sur mesure, surtout si c'est un gros deal. Moi, j'ai mis en place aussi au début, maintenant on le fait plus, mais un one-one directement avec le sales, chaque semaine. On se parlait, pour faire une revue, en fait, un pilotage, de ces deals ligne par ligne. On a monthly avec toutes les équipes CSM, Sales Growth Partnership et piloté par le CRO sur lequel on peut à la fois prendre de l'input et des éléments dont ils ont besoin pour pouvoir mieux faire. Soit on peut aussi, synchroniser un petit peu tout le monde, faire un petit peu de formation continue. Le nettoyage d'HubSpot a été un gros sujet d'ailleurs là-dessus, mais ou l'ajout de nouvelles propriétés, voilà. Et puis, en chaque quarter, nous on fait un report, avec, Anna à la direction pour le suivi stratégique des résultats et voilà, tout le reste. Donc voilà comment on fonctionne, pour conduire le changement parce que c'est pas que l'outil qui compte. C'est clair, il y a aussi, le côté humain, arriver à embarquer toutes les équipes. Peut-être pour comprendre un peu, même si vous avez posé tout ça de manière assez récente, commencer à avoir les résultats, si on peut chercher un peu à comprendre du coup l'impact, tu vois? Comment on mesure les résultats, comment vous voyez peut-être évoluer, itérer, et dans ce cas-là, comment mesurez-vous aujourd'hui la performance de ce pôle unifié et de son impact, business? Alors déjà, on fonctionne plus à l'intuition et ça, c'est grâce au modèle multi-touch, c'est quand même, un vrai changement. On a travaillé donc tous nos champs dans HubSpot avec un RevOps. Ça permet vraiment justement de retraquer toutes les zones qui n'étaient pas traquées et de pouvoir ensuite prendre des décisions en pondérant chaque levier. Nous, aujourd'hui, on voit déjà des résultats concrets justement de ce pôle unifié. Donc c'est le moment où je donne des chiffres, accrochez vos ceintures. Déjà, je vous disais tout à l'heure qu'en 2022, le taux de transformation, c'était environ une opportunité sur 4. Maintenant, on est passé à 1 sur 2. Bah, mine de rien, c'est quand même, un peu mieux. On a aussi eu un impact très positif, donc c'est sur les 2 dernières années, sur le volume de la pipeline générée. De N-2 à N-1, on a fait plus 25 de pipeline et sur l'année, qui vient de s'écouler, on est à peu près à 33. Donc c'est un chiffre qui continue de grandir et ça, c'est très positif. On a Là où on a un vrai impact, je pense, côté sales, c'est que tout seul, il y a des leads qualifiés qui arrivent. Donc on a plus 55 de leads qualifiés, qu'on obtient grâce à ce pôle. Et puis, on a quand même presque triplé le nombre de sollicitations au RFP, aux consultations. Donc ça veut dire qu'on a réussi à redonner un petit peu de glamour à SoClose pour que des partenaires aient envie de nous solliciter dans des phases de consultation ou de RFP. Donc en gros, moi ce que je retiens surtout, c'est ce qu'on a imaginé en interne,
ce qu'on a construit, ce qui était une idée de réussite, en fait, le marché l'a validé. Voilà pour la partie un peu plus OK, OK, super clair et jusqu'à aujourd'hui, quel retour as-tu eu des équipes, internes? Enfin, qu'est-ce que ça a changé dans leur motivation, la clarté, la collaboration du coup au quotidien? Sachant que tu avec l'impact est quand même assez certain, du travail que vous avez mis, en place. Ouais, alors en fait, côté humain, donc au-delà des résultats, côté humain, il y a eu un effet immédiat très positif, je dirais d'abord, du côté des sales parce qu'en fait, ils avaient pas assez de soutien avant, ils avaient pas assez de leads, ils se plaignaient toujours que leur pipe était pas assez huge et donc là, leur mot c'est en: «Trop bien en fait, non seulement vous nous aidez, mais en plus on a une vraie boîte à outils qui va nous permettre en fait de transformer l'essai sur nos deals». Côté CRO, lui, ce qu'il a eu, c'était surtout que bah, en fait, il a plus 4 équipes différentes, mais il a vraiment une seule équipe au service du revenu, donc il a gagné en fluidité et il y a moins de friction, dans le parcours de conversion, dans le pilotage de la pipeline et des deals. À moyen terme, je dirais, il y a eu un impact sur le produit puisqu'en fait, en faisant du co-marketing avec, justement d'autres éditeurs notamment, on a renforcé la perception de valeur de notre plateforme à nous et on a gagné du temps dans le time to market parce qu'au lieu de développer certaines choses qu'on faisait tout seul, ou de faire nous-mêmes notre time to market, ça nous a permis d'être à peu près 4 fois plus rapide et je dirais, là où, il y a encore un petit peu de boulot, la partie qui nous demande des efforts, c'est plutôt côté CSM, puisque, bah, enfin là, on est vraiment dans je sais pas si tu connais la courbe du changement de Elisabeth Kubler-Ross, tu sais la phase de en fait, on te dit qu'il va Non? y avoir un changement, tu es là: «Ah bon, il va y avoir un changement» et ensuite, plus le changement opère, plus tu es en phase de dépression et tu dis: «Ah mais je vais jamais y arriver, c'est de la merde ce truc, c'est pas possible. Ah, en fait, ah ça» et en général, sachez que c'est au moment où tout le monde se dit: «Je vais pas y arriver, c'est trop difficile» que le changement commence à remonter la pente. Donc voilà, là, on est un petit peu là-dessus parce que sur la partie CSM, mais ça va venir. Ça va venir, voilà. Bah, écoute, trop cool. Je connaissais pas du coup cette courbe. Effectivement, ça illustre bien les choses et je pense que c'est quelque chose à garder en tête quand on essaie de mettre en place, des Ouais. process, et de complètement changer le modèle de l'entreprise. Je vois qu'il est 45. Je vais te poser une dernière question. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dans le chat. Après cette question, on va aborder les vôtres, donc n'hésitez pas à bombarder Agnès de questions si vous voulez en savoir plus, sur le modèle qu'elle a mis en place, des données qu'elle a mis, en place dans le CRM, HubSpot et cetera. Et donc ma dernière question, c'est, peut-être, bon, tu as construit du coup tout ça. J'imagine que vous continuez du coup à améliorer, ajuster Oui, on est toujours en test and learn, on fait vraiment de l'optimisation continue en permanence. On et se remet en question et cetera. Ça demande pas mal d'agilité, je pense, la construction d'un pôle comme ça, donc c'est vraiment la démarche, ouais. est-ce que tu as un peu de visibilité sur, qu'est-ce que vous allez continuer d'ajuster, d'améliorer, aujourd'hui? Est-ce que tu vois un peu des axes d'amélioration sur lesquels tu vas creuser pour améliorer le, le modèle? Ouais. Alors déjà, dernièrement, donc moi je gère tout le budget marketing sales de SoClose. Du coup, puisque j'ai le pôle unifié et donc en fait, moi, j'ai rechallengé tout le budget 2026. On a tout pété, en fait. On a arrêté de se dire que justement, je te disais tout à l'heure, on fonctionne plus à l'intuition. Comme on mesure tout, on a arrêté de se dire: «Ah tiens, ce salon, en fait, on le fait à chaque fois, donc faut qu'on fasse». Non, en fait, on a regardé ce salon, il nous permet de toucher toujours la même cible et en fait, on la connaît déjà, on l'adresse déjà, donc on va aller voir d'autres événements. On va créer des formats un peu différents, heu des formats où justement on inclut du partenariat. Donc typiquement, un de mes kiffs, ce serait que l'année prochaine, on a un sales qui est fan du PSG. J'ai aussi quelques partenaires qui sont fans du PSG et à chaque fois que je les vois en after work, dès qu'il y a un match, ils décrochent pas les yeux de l'écran, c'est super relou. Mais donc du coup, l'idée, c'est de se dire: «OK, bah, vous avez tous les 2, il y en a un qui est client chez le partenaire et l'autre qui est prospect chez SoClose. En fait, venez, on vous réserve des loges, dans un match du PSG au Stade de France et vous allez faire vibrer votre client ensemble dans un moment comme ça». Donc ça fait partie des choses qu'on va changer. On va aussi changer le fait de faire on va pas faire de l'account based marketing, mais on va faire ce que j'appelle de l'EBM, donc de l'écosystème based marketing pour pouvoir vraiment mettre en avant toute la valeur d'une solution tech, toute la valeur conseil d'une agence, toute la valeur, organisationnelle que peut apporter un cabinet de transfo pour, aller, justement, adresser nos prospects et même nos clients en upsell.
Voilà un Écoute, petit peu. trop stylé, trop stylé. Écoute, on fera peut-être un quand tu auras un peu plus avancé, un webinar, vraiment dédié sur le sujet d'écosystème bait marketing, enfin, Encore? ma en encore? Bah, non, mais parce que j'aimerais bien pouvoir deep dive un peu plus ce sujet et suivre du coup la parce que c'est super intéressant, ouais, de suivre du coup cette mise en place, Mmh. du changement, vers un pôle complètement, enfin sur des pôles revenus complètement unifiés. Je trouve ça trop super intéressant et ça peut être, bah, pour l'audience, trop cool de voir, comment toi tu évolues, comment quels sont du coup un peu les learnings, quels sont les échecs sur lesquels tu as transformé du coup le modèle, quels sont plutôt les modèles aussi de succès pour qu'eux puissent l'appliquer aussi, chez eux, enfin plutôt dans leur entreprise. Hem, Passons du coup peut-être aux questions et on va commencer par une question, d'Adrien, qui me dit: «Petite question à ce sujet de initiateur, passeur, buteur. Comment identifier si le partenaire est initiateur, passeur et ou buteur? Et comment établir un modèle, de reward selon la typologie d'action du partenaire?» Modèle, Mmh. juste et attrayant. Très bonne question pour commencer. Alors c'est vrai quand il y a un modèle de reward, ça rajoute un tout petit peu plus de complexité parce qu'en fait, pour rewarder ton partenaire, il faut absolument que ce soit le premier à avoir déclaré. Or, le premier à avoir déclaré n'est pas forcément celui qui va t'aider en fait à convertir. Donc je dirais que ça c'est fin. Nous on a arrêté le système de reward chez Soplos parce qu'en fait ça marchait sans. Donc en tout cas on n'a pas de comment on dit? On ne s comment on dit? On n'incentive pas nos partenaires. Par contre, sur la partie initiateur, passeur ou buteur, je pense que quand tu construis ton écosystème, de partenaires, tu sais à peu près, heu, où tu les retrouves en général à force de les connaître. Tu sais si ça va être plutôt des gens qui vont avoir tendance à te solliciter sur, un client qu'il a déjà ou lorsqu'il répond à une consultation. Donc je dirais que dans sa méthodologie à lui, ça te permet aussi d'avoir des billes. Ensuite, je pense que la meilleure, chose à faire, c'est de lui poser la question. C'est de lui dire: «OK, en fait, toi, tu peux m'aider sur ce deal, mais en fait, tu penses que tu vas m'aider à quel moment? Tu penses que tu vas plus m'aider dans la mise en relation? Tu penses que tu vas plus m'aider à murmurer à son oreille que ma solution, va vraiment pouvoir, l'aider à résoudre son pain? Ou tu vas pouvoir m'aider dans, en fait, je vais parler au DG pour qu'il puisse te signer le contrat au bon moment?» Et donc parfois aussi poser la question à son partenaire, ça permet d'avoir, la meilleure réponse et ensuite derrière, bah, comme dans ton HubSpot, tout est paramétré, tu peux affecter le bon rôle à ton ou tes partenaires sur ton deal. J'espère que j'ai répondu à ta question. N'hésite pas, Adrien, de connecter avec Agnès, Oui, après le n'hésite pas, webinaire bien si sûr, si vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser, vous voulez pas poser dans un chat parce que c'est pas trop votre truc, moi je suis joignable sur LinkedIn assez facilement donc n'hésitez pas. On a une autre question, de Jean qui me demande: «Et du coup, as-tu mesuré un impact sur la durée du cycle de vente? Et y a-t-il un process un peu automatique désormais pour essayer d'influencer au maximum?» On est en train, je dirais qu'on est en train, on a 1 an et demi de recul, donc en fait, même si on arrive à identifier certaines stats, sur le cycle de vente, comme on a mis en place au fur et à mesure, on n'a peut-être pas assez de recul. Ce que je peux juste dire, c'est que quand un deal est sourcé par un partenaire et ensuite derrière opéré avec l'ensemble des canaux sales et marketing, on a un client, un prospect qui est beaucoup plus engagé, qui nous répond, qui communique, qui, nous communique même beaucoup plus facilement ses objections, ce qui ferait qu'en fait, il n'irait pas avec nous. Donc ça, c'est la je dirais la première valeur, parce que combien de fois sur des cycles de vente longs, hein, encore une fois, on est sur, parfois, entre 6 mois, peut-être même 2 ans parfois. Parfois, on n'a plus de nouvelles pendant des mois du client. Donc là, en fait, ça nous permet aussi de prendre la température à chaque phase et de bien comprendre, et de bien comprendre comment ça fonctionne. Et c'est aussi très important, je trouve, d'avoir des partenaires qui sont capables de faire de l'influence. Donc nous, on est en train de bosser cette stratégie, c'est assez nouveau. Même côté sales, avant, on faisait plutôt du down. Maintenant, on fait vraiment beaucoup plus du top-down côté sales et on essaye de faire la même chose côté partenaire pour pouvoir créer des équipes qui fonctionnent ensemble en top et des équipes qui fonctionnent ensemble plutôt au niveau métier. On a une question, d'Alicia qui te demande du coup comment tu identifies et distingues partenaire influence, partenaire source, aussi bien, dans tes affaires que dans tes outils? OK. Comment identifier un partenaire qui va faire du sourcing et de l'influence? Ça rejoint un petit peu la réponse que je faisais à Adrien, je crois, en 1er, où en fait,
Il y a des partenaires qui vont systématiquement, t'impliquer au début du cycle de vente. Bah, eux, ça va être des partenaires qui vont avoir un rôle plutôt de sourcing et les partenaires en influence, souvent, ce sont ceux qui sont sur des projets un peu plus longs. C'est-à-dire qu'ils sont pas juste sur, je réponds, en one shot à ce besoin-là, mais ils vont être en j'accompagne le client. Donc là, ils vont pouvoir avoir peut-être de l'influence. Ça dépend aussi à qui ils parlent. Est-ce qu'ils parlent, à tes équipes métiers ou est-ce qu'ils parlent du coup, on parlait du top down, au top niveau, DG et donc en fait, est-ce que tu peux pas lui l'exploiter? Même si c'est un partenaire qui a une mission one shot, peut-être qu'il est resté très, très proche du DG et qui va, je sais pas, voir des matchs de foot avec lui, golfer, tous les dimanches et en fait, tu as l'opportunité de lui faire, passer un message par ce biais-là. Et comment on le mesure dans le CRM? Donc nous, en fait, c'est dans les rôles ou les libellés d'association sur HubSpot, qu'on traque tout ça et encore une fois, on a un partenaire n'est plus une fiche entreprise dans HubSpot, mais on l'a transformé en objet personnalisé pour pouvoir vraiment le tordre et le distordre et mesurer toute la donnée qui va derrière. Donc, on n'est pas encore tout à fait sec d'ailleurs sur la partie, l'objet partner parce qu'en fait, je pense qu'on a encore besoin d'avoir un petit peu de RevOps pour aller vraiment jusqu'au bout de la vision. Mais déjà, ça nous aide pas mal quand même. Et Elisa te posait aussi la question, c'est quoi tes différentes typologies de partenaires et comment tu les traques, traites à chaque fois? Ouais. Alors nous, on a des partenaires, donc moi j'aime bien reprendre les phases de Think, Build, Run en fait, parce que je trouve qu'on a les partenaires en fait, ils se retrouvent souvent sur ces phases-là. Donc on a des partenaires qui vont être plutôt, je dirais en amont, qui vont aider le client à formuler, son besoin omnicanal, à cadrer le besoin, à aligner les équipes en interne avant la RFP et parfois à piloter la RFP. Donc là, on va être plutôt sur du cabinet de conseil, cabinet de transfo. Ensuite, on a peut-être des partenaires qui vont répondre à un besoin ponctuel, typiquement, encore une fois sur la partie métier, une agence qui va opérer un replatforming ou qui va ajouter un service omnicanal ou qui va, faire un petit peu d'IT en magasin, du côté de la caisse. Donc, ils sont sur un projet beaucoup plus ponctuel, mais par contre, ils ont aussi un rôle à jouer et puis ensuite, on a des partenaires qui vont être éditeurs, donc des ISV. Moi, je les chéris ceux-là depuis 10 ans. En fait, ce sont eux qui m'aident à comprendre quels sont les besoins de nos prospects et de nos clients. Ce sont eux qui ont le courage de nous partager la matière et de nous faire enfin voilà, à chaque fois, ils me font confiance, ils me partagent la matière, pour m'aider à avancer, m'aider à comprendre et redistribuer l'information, en interne. Donc dans les partenaires, avec qui on adore travailler parce que l'omnicanal est très relié, il va y avoir forcément, de la caisse, de l'ERP, du site e-commerce, donc des solutions e-commerce, des solutions, de CRM, marketing, data, des solutions de personnalisation aussi parce que enfin des personnalisations de parcours. Donc voilà, je pourrais en parler pendant des heures et avec plaisir pour, creuser ce sujet, plus en détail avec Alicia, je crois. Exactement, qui te remercie d'ailleurs, carrément du coup, elle t'appellera. Écoute, peut-être, avant de clôturer, on arrive à la fin. Si quelqu'un a une dernière question, n'hésitez pas. Peut-être, avant de clôturer, est-ce que tu as une actu du coup perso, ou de ton entreprise ou ton écosystème, à partager? Non, il se passe plus rien dans ma vie. Non, je rigole. C'est pas Au vrai au du moins tout. au moins au moins c'est dit. Big actu, c'est qu'on recrute un avant-vente, chez SoClose. J'aimerais bien qu'on recrute aussi pouvoir annoncer qu'on recrute un partner manager, mais je pense que l'avant-vente reste la priorité. Donc voilà, si vous avez des bons avant-ventes, qui aiment bien, travailler avec, des leviers unifiés pour vraiment, voilà, faire du sens dans leur travail, c'est le moment de me les recommander. Voilà. Et en parlant de recommandations, tu aurais une recommandation d'une personne ou un prochain sujet à aborder dans un prochain webinaire? Ouais, forcément, j'ai plein de gens à qui je pense. C'est hyper dur comme question, je trouve, parce que il y a plein de super partner managers qui ont toutes leurs méthodos, hyper intéressantes à décortiquer. Je sais que tu as déjà reçu, Cindy Todeschini, Ouais, dans un exact. On avait précédent parlé webinaire. de la collaboration sales en juin. C'était mon dernier webinar, Elle est trop de la forte là-dessus. Elle est prestation. vraiment trop C'est forte une pour boss. avoir la collab des sales, donc c'est trop bien que Elle était tu l'aies. présente, elle était présente à ce webinaire parce qu'elle t'a envoyé un message pour dire: «Trop beau contenu, merci beaucoup», et elle t'a dit: «Je Cindy, t'appelle». je t'embrasse, je te kiffe. Et voilà et après, c'est vrai qu'avec Cindy et puis aussi avec 2 autres partner managers, il y avait, Grégory, Moret qui est chez Splio et il y a Chez Christelle Splio. Alves qui est passée chez Stripe. En fait, il y a 10 ans,
avant que le partenariat soit un métier complètement démocratisé, bah, on s'appelait les 3 Allô, allô? Moi, mousquetaires je et t'entends voilà, je plus pense du tout. tu m'entends plus? Allô, allô, allô? Tu m'entends Agnès, est-ce plus? que tu OK. Oui, Pour moi, c'est juste moi tu alors. me je parlais de Grégory Moret et de Christelle Alves. Si tu veux des speakers pour parler partenariat, OK? Alors, ouais, bah, écoute, moi, j'ai eu un petit bug, je t'entendais plus, mais du coup, j'ai entendu, du coup, que tu recommandais Grégory, c'est ça? De chez Spignot? Grégory, ouais, Grégory Moret chez Grégory Fignot Moret, et Christelle Alves, Christelle de Alves, chez de Zadig chez maintenant. maintenant. Ouais, elle est chez Stripe. Écoute, avec grand plaisir, bah, écoute, on discute régulièrement avec Grégory et Christelle. Et puis écoute, c'est vrai que je les ai jamais eu sur le webinaire encore, Avec mais avec plaisir. et c'est une très bonne idée. Bon allez, on va pouvoir clôturer et laisser tous nos auditeurs aller déjeuner tranquillement. Je vous souhaite à tous, merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas, vous allez recevoir un petit message mail. Mettez 5 étoiles, mettez-nous un petit commentaire. Et puis je travaillerai du coup et je vous tiendrai au courant assez rapidement. On va enfin diffuser les replays et donc vous suivez-nous et vous aurez du coup toutes les infos pour la suite. En tout cas, merci Agnès, trop cool. Merci Po, merci à Adoré. toi. J'ai adoré préparer ce sujet avec toi. J'ai adoré du coup cette discussion. Elle est absolument incroyable et surtout c'est un méga sujet du coup pour tout le monde. Et puis bon, on reste du coup pour débrief et sinon pour les 15 personnes, on a été plus de 30 aujourd'hui. Euh, je vous souhaite une excellente journée et Merci à tout très le bientôt. monde. Salut. Ciao.